Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Je voudrais remercier les responsables du CESI pour m'avoir donc convié à cette importante rencontre sur le Sahel. Après ma vie comme ministre des Affaires étrangères, je me suis occupé de beaucoup de questions africaines par engagement personnel, et ça a débouché sur la création de notre institut qui s'appelle l'IPS, Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance. Et la volonté ici, c'est de doter l'Afrique en général, l'Afrique francophone en particulier, d'un think tank de réflexion stratégique. Chez nous en Afrique, l'avenir semble tellement sombre, les perspectives semblent tellement sombres que beaucoup d'Africains ne veulent pas réfléchir sur l'avenir. Quand l'avenir est pénible, ou quand on pense que l'avenir va être pénible, on a peur de réfléchir ou de penser l'avenir. Mais nous sommes pas des afro-pessimistes ou des afro-optimistes, mais ce que nous appelons, nous avons inventé ou tenté d'inventer une nouvelle catégorie, ce que nous appelons les afro-inconditionnels. Et parce que nous sommes des afro-inconditionnels, parce que l'amour véritable est inconditionnel, nous pensons que l'Afrique a un très très bel avenir et que même au fond l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique était le passé du monde et elle sera l'avenir du monde. Nous en sommes convaincus. Je voudrais juste corriger ce que je pense être un lapsus photographique. C'est la première fois que je vois un lapsus photographique dans ma vie. Ici, il est mis la photo du président du Sénégal. Alors, c'est un très beau lapsus parce que peut-être que ceux qui l'ont fait me souhaitent un destin présidentiel. Je les remercie pour cela. Mais en même temps, je ne suis pas du tout pressé. J'étais candidat en 2012 et un de mes amis a été élu président du Sénégal. Je lui souhaite de faire un excellent mandat. Et s'il souhaite faire un deuxième mandat, je serai patient. Mais après lui, ce sera moi. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, exactement. C'est un investissement affectif dans le futur. Voilà, maintenant pour revenir à des choses plus graves, je voudrais vous parler de la situation du Sahel, telle que nous la percevons à l'Institut panafricain de stratégie. Nous avons tenu au mois de février une session, un brainstorming avec des experts africains de très très haut niveau, comme Ahmed Ould Abdallah de Mauritanie, Djibril Tamsir Niane de Guinée, beaucoup de personnalités donc africaines. Nous avons tenu un brainstorming sur le Mali et sur le Sahel. Et cela nous a donné beaucoup d'informations et nous a permis un peu de cerner la situation globale. Pour nous, le Sahel est la convergence aujourd'hui de toutes les crises africaines liées essentiellement pour nous à la balkanisation de l'Afrique et à sa marginalisation. Vous savez qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les panafricanistes, ceux qui croient fondamentalement que le destin de l'Afrique, c'est d'aller à l'unité, plutôt que d'accepter la conférence de Berlin de 1885 et d'accepter ce qui s'est passé avec la loi de fer en France, disons, par les Français plutôt, qui a décidé, comme disait le président Senghor, l'ancien président du Sénégal, qui a décidé la balkanisation de l'Afrique, c'est-à-dire son démantèlement en 50 et quelques États qui ont véritablement des problèmes pour exister et survivre. Donc de ce point de vue, nous pensons que cette balkanisation a créé une série de contradictions importantes qui se reflètent souvent dans les grandes crises africaines, en plus maintenant de ce que nous appelons la fausse marginalisation de l'Afrique. Parce que l'Afrique est marginalisée en théorie, mais en pratique, l'Europe, comme l'Asie, comme l'Amérique, le monde entier sait que l'avenir de l'économie mondiale, l'avenir des ressources naturelles se joue en Afrique. Donc, autant les gens vous disent, faites attention, l'Afrique, c'est une zone de guerre, c'est dangereux, autant les gens prennent leur billet d'avion pour foncer en Afrique parce qu'ils savent que beaucoup de choses se jouent dans ce continent.
L'exacerbation pour nous de la crise du Sahel est due en grande partie par la crise libyenne, on vient de le dire ici, mais aussi par les enjeux de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le printemps arabe est un concept que nous n'avons pas retenu. Nous pensons d'abord que ce qui s'est passé dans la zone afro-arabe. Je ne sais pas, nous ne savons pas pourquoi il y a une insistance à exclure l'Afrique de ce processus. Donc ce n'est pas un printemps pour nous simplement arabe, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie, la Libye et l'Égypte sont des pays authentiquement africains. Et nous insistons sur ce point, parce que l'Afrique aujourd'hui a hérité des 3/5 du monde arabe, et pour ainsi dire, l'Afrique est le lieu, le siège d'une grande partie de l'héritage arabe. De ce point de vue, ce qui s'est passé ne peut s'être passé que dans le monde afro-arabe, premièrement. Deuxièmement, le mot printemps pose problème. Dans l'histoire, il faut respecter ce qu'on appelle l'historicité des concepts. Ce concept de printemps de Prague peut ne pas forcément s'appliquer au printemps arabe, parce que pour nous, le printemps est toujours suivi de l'été. Mais quand le printemps est suivi de l'hiver, c'est-à-dire un recul, une marche arrière, ou d'autres forces qui ne sont pas forcément attachées aux mêmes notions de liberté, de pain, de dignité, etc., prennent les choses en main, ça pose problème. Donc je pense qu'il faut éviter les saisons en politique, parce que les changements climatiques font que les saisons sont déréglées. Donc il y a des risques quand on dit printemps arabe. Notre ami tout de suite a dit qu'il allait proposer réveil arabe. Ça aussi, c'est un concept qui peut être glissant, parce que les Arabes ne dormaient pas. Ils avaient, comme tous les peuples, les yeux grands ouverts sur beaucoup d'enjeux. Ils ont beaucoup contribué à l'histoire de l'humanité. Je pense qu'ils ne somnolaient pas, ils ne dormaient pas. Peut-être qu'il faut éviter. Il s'est passé des choses dans le monde afro-arabe et dans le monde arabe en général. Continuons à chercher les concepts, peut-être qu'on va les trouver. Alors, la crise du Sahel, on nous a demandé de réfléchir sur les origines de la crise, sans abuser de citations, parce que, en général, je n'aime pas lire les documents, j'aime plutôt parler aux auditoires. Je voudrais quand même vous citer très rapidement, pour ne pas réinventer la roue, un travail qui a été fait lors du séminaire régional sur la sécurité et le développement au Sahel et au Sahara, qui s'est tenu à Niamey en février 2013, et où notre institut a apporté sa contribution. Pendant cette rencontre, donc, il a été rappelé par le ministre de la Justice du Niger qu'il s'est passé donc la convergence de 3 éléments importants pour expliquer un peu la crise dans le Sahel. Il a parlé donc de la fragilité écologique. Tout le monde se rappelle ce qui s'est passé dans les années 70 avec la grande sécheresse qui s'est abattue dans la zone du Sahel et qui a créé ce qu'on appelle une crise du pastoralisme, n'est-ce pas? Et malheureusement, avec nos amis, nos partenaires au développement, nous avons tout fait pour prendre en charge cette crise écologique dans le Sahel. On n'a pas eu beaucoup de succès. La conséquence, c'est que cette crise a eu des effets endurants qui sont restés et qui ont créé un mouvement des populations, un déplacement des populations, et a créé une sorte de déstabilisation de nos États. Et donc, notre ami ici, le ministre de la Justice, parle de la fragilité écologique, la porosité des frontières et la circulation massive des armes. Alors ça, c'est 3 éléments importants qu'il a identifiés. Et ensuite, il dit la combinaison de ces 3 éléments a profité à ce qu'il appelle la nébuleuse. Nébuleuse qui, depuis plus de 9 mois, occupait le Nord Mali. Il a averti donc les pays de la sous-région ouest-africaine pour qu'ils prennent garde face à cette nébuleuse et ses relais internes qui risquent de les faire, je cite, disparaître en tant qu'État et en tant que nation. Et ce qui est aussi intéressant dans ces préconisations, il propose de se battre contre la réécriture de la carte de l'Afrique. Donc un des enjeux de la crise dans le Sahel, pour lui et pour moi, et pour beaucoup d'Africains, un des enjeux, c'est la réécriture de la carte de l'Afrique. Vous savez effectivement que le mouvement séparatiste s'est greffé sur cette crise du Sahel. Et ce qui a été dit sur les Touaregs et sur l'Azawad
mérite d'être discuté au sein de notre rencontre ici, parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous pensons que c'est des crises extrêmement complexes, encore une fois, qui remettent en cause la configuration des États africains. Et si on suit cette démarche, nous sommes convaincus, nous, que tous les Nords et tous les Suds vont entrer en collision et en conflit. On est parti de 32 États africains en 1963, quand nous avions créé l'organisation pour favoriser l'unité de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 53 États africains et le décompte se poursuit. Alors, si l'Azawad réclame l'indépendance et la Casamance au sud du Sénégal réclame l'indépendance et le Sud-Soudan se sépare du Soudan, on est parti pour une catastrophe pour l'Afrique et cela pose effectivement un problème et la carte de l'Afrique risque d'être écrite. Et de ce point de vue, nous partageons le point de vue du ministre de la Justice du Niger. Un autre géopoliticien tunisien qui s'appelle Mehdi Taj, pendant ce séminaire, a insisté sur ce qu'il appelle les ambiguïtés de différents États de la région par rapport à la crise du Sahel. Et il a parlé de leur stratégie complexe. Je ne veux pas citer les pays parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais il a insisté sur le fait que le Sahel est victime de ce qu'on appelle la cassure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et cette cassure, il dit qu'on peut l'appeler une sorte de rift racial, fracture ethnique, volonté de dire qu'il y a une Afrique blanche et une Afrique noire. Et ce sont des concepts tellement glissants et tellement dangereux, parce que vous allez dans ce qu'on appelle l'Afrique blanche, vous trouvez des ethnies, des tribus, des noirs complètement noirs qui ont toujours vécu là-bas, qui n'ont jamais quitté là-bas. Alors, faire d'une partie de l'Afrique colorée en blanc ou en noir le continent africain ne risque pas de régler le problème. L'Afrique a toujours été colorée, donc il faut qu'on fasse, je crois, très très attention au concept. Alors, j'ai parlé de la sécheresse donc, dans le Sahel, et je vais terminer peut-être ces quelques citations par l'économiste marocain Abdelmalek Alaoui. Il a de très jolis concepts qu'il a développés lors de cette rencontre, que je voudrais partager avec vous. Il dit que pour régler les problèmes du Sahel, la bande saharo-sahélienne, il faut impérativement encourager et renforcer les stratégies économiques de nos États en évitant ce qu'il a nommé les FBI. Alors FBI c'est quoi? Il dit c'est les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées qui empêchent l'émergence d'une économie collective pouvant garantir l'épanouissement de l'ensemble des secteurs vitaux de l'État. Alors il propose d'impulser une véritable économie pastorale pour mieux répondre aux exigences des populations situées aux périphéries de ces États et dont les activités tournent autour du pastoralisme. Ensuite, il a ironisé avec un autre concept très joli. Il a demandé à l'assistance de freiner le développement, et je cite, de la PME ACMI. La PME, petite et moyenne entreprise ACMI. Et c'est très intéressant de penser l'ACMI comme une PME, parce qu'effectivement, l'économie est en jeu, les financements sont en jeu, et que l'ACMI, effectivement, alors il dit pour cela qu'il reste convaincu que, je cite, les djihadistes sont solubles dans la prospérité, c'est-à-dire dans le développement économique. Seule la prospérité économique peut garantir l'avènement de la sécurité et du développement plurico-substantiel. Alors, voilà en gros quelques citations pour résumer un peu ce qui s'est passé donc, lors de ce séminaire de Niamey. Et je voudrais revenir ici donc, pour insister que la crise du Sahel a une composante essentielle qui mérite notre réflexion à tous. Au niveau de l'IPS, nous appelons cette crise la crise due à l'économie criminelle. Nous insistons sur le mot économie criminelle. Il y a l'économie mondiale, il y a la mondialisation, il y a tout ce qu'on veut, mais une économie criminelle a émergé dans cette partie du continent africain. Et cette économie criminelle est drivée par les narcotrafiquants, par les preneurs d'otages, par les trafiquants, ceux qui font du trafic humain, trafic des armes, trafic d'alcool, trafic de cigarettes, et qui ont délimité une zone qu'ils pensaient être un no man's land où ils peuvent évoluer librement.
Et c'est important de comprendre l'existence de cette économie criminelle. Des amis nous ont dit que des enfants de 16 ans à Gao venaient au marché parfois avec des billets de 100 € neufs qui n'ont jamais été utilisés. Alors ces billets de 100 € neufs traduisent un peu la circulation de l'argent des otages, les rançons qui sont payées pour les otages. Alors on me signale que j'ai très peu de minutes qui restent. C'est un peu frustrant, mais je vais être obligé d'aller vite parce que je suis à 25% de ma présentation. Et je parlais lentement pour que la traduction puisse travailler, mais si on m'oblige à appuyer sur l'accélérateur, je vais appuyer sur l'accélérateur. Alors, première alerte que le Sahel allait tomber en crise, c'est les années 90 avec ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie, c'est par la suite dispersé un peu dans le Sahel. Tout le monde sait que AQMI a été créé. Les attaques terroristes de septembre 2001 ont ému le monde entier, mais quand les attaques terroristes ont commencé en Tanzanie et au Kenya, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. 200 et quelques Africains ont été tués au Kenya et 12 Américains. Mais le monde ne s'était pas particulièrement ému jusqu'à ce qu'on arrive aux événements de septembre, du 11 septembre. Alors les événements du 11 septembre, nous étions là aux affaires, nous avons beaucoup réfléchi sur ce dossier, on s'est rendu compte de la vulnérabilité de tous nos États, des États indépendants, souverains, qui avaient 40 et quelques années d'existence, n'avaient pas un seul radar pour surveiller leur ciel. Donc je me rappelle avoir fait des démarches au niveau des amis américains pour dire que si la lutte contre le terrorisme est une lutte mondiale, globale, il faut aider les pays du Sahel, il faut les équiper à gérer justement les menaces venant de l'extérieur. On ne nous a pas écoutés. Le Mali dont on parle tant a tellement tiré sur la sonnette d'alarme, attiré l'attention, proposé des réunions sur la sécurité, sur la sécurisation de nos frontières, sur la lutte contre les narcotrafiquants. Très peu de réactions par rapport aux appels du Mali. Donc nous aussi, on a dit qu'on était très gênés quand certains ont critiqué l'État malien, ont voulu singulariser le Mali. Ce qui s'est passé n'est pas une crise du Mali, c'est une crise globale du Sahel. Et c'est le Mali qui a été l'épicentre de la crise, donc qui a été particulièrement visé. Mais pour nous, le Mali a été malchanceux, pour ainsi dire, d'avoir concentré un agenda, ce que nous appelons les agendas complexes. Au Mali, il y a eu l'agenda de l'État malien, victime d'un coup d'État. L'agenda de l'armée malienne, l'agenda de la classe politique et de ce que nous appelons les présidentiables. Ceux qui étaient pressés d'aller aux élections, qui attendaient que le président ATT termine son mandat pour prendre les choses en main. L'agenda de la société civile, l'agenda de l'AQMI, qui était au Nord Mali, du Moujoaou, qui était au Nord Mali, de Ansardine. Ensuite, les légionnaires rentrés de Libye avec armes et bagages. L'agenda des voisins immédiats. Il y a l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal. Vous prenez tous ces pays-là qui aussi, la Mauritanie pour défendre ses frontières et soulever les problèmes de sécurité qui la concernent, a toujours discuté avec l'État malien de ces enjeux. L'Algérie aussi, on connaît un peu la situation. L'agenda des voisins globalement de la CEDEAO, l'agenda de l'Occident, de la France, des États-Unis, l'agenda des pays lointains. On parle de certains pays très lointains qui étaient intéressés ou impliqués dans la situation du Mali, l'agenda des séparatistes, l'agenda des narcotrafiquants. Voilà ce que j'appelle le choc des agendas qui se sont rencontrés au Mali. Erreur fondamentale que nous avons pointée du doigt, c'est la décision de la communauté internationale et particulièrement de la communauté africaine de faire de la crise du Mali une crise au sein de la CEDEAO. Pour nous, c'était une erreur. C'était une crise africaine dès le départ qui mettait en jeu au moins 4 communautés régionales. L'Afrique du Nord, c'est évident que l'Algérie était concernée par la crise du Mali. La Mauritanie était concernée par la crise du Mali. La Libye et la Tunisie étaient concernées par la crise du Mali. Ensuite, les États de la bande saharo-sahélienne, dont le Tchad. Le Tchad, parce que le Tchad était collé au Niger et était probablement une des prochaines cibles, ou était déjà une cible. Ensuite, vous prenez, donc le Tchad fait partie de l'Afrique centrale. Ensuite, vous continuez jusqu'en Somalie avec les Chebab, vous vous rendez compte d'une connexion, d'un véritable réseau qui s'est mis en place sur toute la bande saharo-sahélienne. Pour nous, peut-être sauf l'Afrique australe, tous les autres pays d'Afrique étaient directement concernés par la menace. Et quand cette partie de l'Afrique est concernée par la menace, l'Afrique australe est concernée.
Donc nous, on attendait un sommet extraordinaire de l'Union africaine dès l'invasion du Mali, mais on a eu des sommets de la CEDEAO. On a eu 42 réunions de la CEDEAO, 42. La CEDEAO, des généraux, des ministres, des chefs d'État, etc., etc. Et il a fallu que les djihadistes décident d'aller vers la capitale pour qu'on déclenche l'opération Serval. Et il a fallu aussi, et nous, on a essayé de jouer notre rôle, on est allé plus de 5-6 fois à N'Djamena pour voir le président du Tchad. Et vraiment, nous disons que nous sommes fiers que le Tchad ait sauvé l'honneur de l'Afrique. Parce que si le Tchad n'était pas allé directement sur le théâtre des opérations, le temps de préparation qu'il nous fallait aurait pris tellement de temps que probablement l'Afrique serait absente pendant que la France faisait le travail. C'était inacceptable. Donc c'était bien, quelque part, que le Tchad ait rejoint. Je termine parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la question, mais nous pensons que la crise du Sahel actuelle révèle beaucoup de choses, dont la faiblesse structurelle du système de défense que les Africains ont adopté. Un système de défense fragmenté, des États qui n'ont pas les moyens, des États qui veulent intervenir mais qui attendent que l'Europe, l'Union européenne, nous donne des chaussures, nous donne des uniformes, nous donne des moyens de transport, etc. Ça pose véritablement problème. Et Kwame Nkrumah, dès 1963, le grand leader ghanéen, le grand leader panafricaniste, avait dit qu'il fallait qu'on mutualise nos forces dans un commandement unifié. L'Union africaine a finalement voulu créer les forces en attente, mais ces forces en attente n'ont pas été opérationnelles lors de la crise du Mali. Donc nous avions, nous, théorisé depuis longtemps la création d'une force africaine d'intervention rapide, une sorte de base militaire panafricaine, basée dans un seul pays, bien équipée, avec tous les moyens, et prêt à intervenir dans les 24 heures, 48 heures pour gérer nos crises. Et donc, c'était ça la théorie de Kwame Nkrumah. Un autre Africain qui s'appelle Cheikh Anta avait dit pendant la crise avec les missiles à tête nucléaire de l'Afrique du Sud en 1973, l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, que la sécurité précède le développement, que les Africains doivent mettre leurs ressources ensemble pour se battre contre cette menace, et aucun pays pris individuellement ne pouvait le faire. Donc il fallait que ce soit une Afrique unie autour des enjeux de sécurité qui essaie de gérer ce problème. Donc en ce sens, pour nous, le Sahel est le plus grand révélateur de l'urgence d'un changement de cap dans la gouvernance mondiale et dans la gouvernance de notre sécurité collective. Le Sahel a révélé aussi bien les limites de l'Union africaine que les limites des Nations unies. Merci.